Ok, bonjour. Donc, on a une nouvelle capsule qui commence là sur les méthodes supervisées dans ce cours d'analyse des données en assurance. Et je vais parler un petit peu de méthodes de simulation aujourd'hui. Donc, il y a des choses qu'on a déjà vues dans le cours de modèles linéaires. Mais je voulais revenir un petit peu là-dessus parce qu'on va les réutiliser. En fait, ce qu'on a vu dans le cours de modèles linéaires appliqués, c'était on a le droit de faire du bootstrap pour générer des modèles. En fait, on verra que cette procédure, donc qui va s'appeler du bagging, va être assez populaire en apprentissage. Donc, on va essayer de créer plusieurs modèles à partir de différentes bases. Donc, on va utiliser des méthodes de bootstrap pour créer des bases. Donc, c'est ce que je vais présenter dans cette capsule. Donc, je reviens sur les méthodes de simulation, la notion de bootstrap et ce genre de choses. Okay. Donc, je vais commencer par partager mes slides. Donc, on va revenir un petit peu sur cette histoire de simulation, okay, donc de méthodes pour générer du hasard avec un ordinateur. Donc, pour reprendre avec une vision peut-être un peu ancienne, donc je vais vous remontrer je vous ai sorti des tables de chiffres aléatoires. Donc, c'est comme ça historiquement que ça avait été fait. Hein. Donc, on avait des tables de nombres au hasard. Donc, on exclut la première colonne hein, qui correspond à des indices, mais voilà, on a des nombres. Et l'idée, donc, c'est tiré d'un livre qui a été réédité, qui a été publié par le Rand dans les années 50, qui était juste des tables de nombres au hasard. Donc, dans l'idée qu'on pouvait utiliser des nombres aléatoires pour faire toutes sortes de calculs. Donc, c'est un peu ce que je vais représenter. Donc, déjà, il faudra se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour générer du hasard et après voir un petit peu les utilisations qu'on va pouvoir en faire. Et la première question, elle est, je pense, essentiellement philosophique. C'est qu'est-ce que c'est que des nombres au hasard? Pourquoi est-ce que ces nombres-là pourraient être qualifiés comme des nombres aléatoires? Donc, l'idée, c'était quoi? Donc ça pouvait être utilisé pour tirer des nombres au hasard entre 0 et 1. Donc, par exemple, ici, je prends un nombre, 0.176.850, et donc ce sera mon premier nombre au hasard. Et là, l'idée, donc, je vais revenir un peu plus profondément là-dessus, mais l'idée du hasard, c'est quoi? C'est de dire que le nombre d'après doit être imprévisible. Okay, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir aucune corrélation entre le nombre que je tire maintenant et le nombre que je vais tirer juste après. Donc, normalement, je pourrais prendre le nombre juste après, juste à droite, par exemple, 0.36.697. Le nombre d'après, ce serait 0.36.170, puis le nombre d'après, 0.65. Donc, l'idée, c'est, je vais me balader sur cette table. L'idée, c'est que le nombre que je vais tirer juste après soit imprévisible. Donc, on a une notion de corrélation entre les nombres. Donc, on doit avoir une absence de corrélation entre non seulement le nombre que je tire, mais celui que je tire après, enfin, le nombre que je tire maintenant et celui que je vais tirer après, mais aussi celui que je tirerai après, mais aussi celui que je vais tirer après. Sinon, on va avoir ce qu'on appellerait des cycles. Okay. L'autre point, c'est que je veux tirer des nombres qui ressemblent à des nombres. Enfin, je voudrais avoir par exemple une loi de référence ici qui soit par exemple la loi uniforme. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'en prends 1000, en utilisant cette table, grosso modo, l'histogramme me donnera une distribution uniforme. Okay, donc, on va avoir une certaine distribution. Donc, par défaut, la distribution d'un générateur aléatoire, c'est des nombres uniformes. Et l'autre propriété, c'est l'absence de prédictibilité. Donc, c'est ça qu'on va essayer de redécrire un tout petit peu. Alors, je reviens un peu sur des descriptions un peu philosophiques hein, de ce que c'est qu'un générateur de nombres aléatoires. Donc, un nombre aléatoire, c'est qu'il n'y a pas de pattern qui soit discernable. Okay, il n'y a pas de choses qu'on pourrait observer, typiquement des cycles. Okay, donc, supposons que j'ai des cycles de 4 chiffres. Okay, le nombre à la date t semble indépendant du nombre à la date t plus 1, mais si jamais c'est toujours les mêmes, dans ces cas-là, j'ai quelque chose que je peux prédire. Donc, il y a une définition qui était mentionnée dans un livre de Knuth en 97, qui était une séquence de nombres aléatoires, c'est un concept relativement vague. Okay, il y a une notion d'imprédictibilité okay, qui doit arriver, et donc que on suppose que la suite de nombres qu'on génère doit vérifier un certain nombre de tests. Donc, les deux tests dont je parlais, c'est principalement le test d'uniformité. Okay, donc, on veut quand même que les nombres ils soient quand même uniformes à l'intérieur de l'intervalle 0,1. Donc, on va donner cette loi comme étant une loi de référence parce que, on le verra, on a des propriétés. C'est que si jamais je sais générer des nombres uniformes sur 0,1, je peux générer n'importe quoi. Okay, et l'autre propriété, c'est l'absence de l'imprédictibilité. Donc, ça va être ce qu'on appellera en série temporelle un bruit blanc. Okay, et un bruit blanc, typiquement, c'est quelque chose dont, quand je regarde les corrélations entre t et t plus 1, mais t et t plus 2, t et t plus h, je dois avoir des corrélations qui soient nulles. D'accord, donc, parfois, on parlera de pseudo-random parce que
on le verra en plus, je suis capable de générer on va avoir un problème de reproductibilité. Okay. Idéalement, on aime bien pouvoir partager les choses que les autres peuvent reproduire. La reproductibilité, c'est de dire, si jamais je lance un algorithme, j'aimerais bien avoir la même sortie que quelqu'un qui lance le même algorithme sur une autre machine, avec un autre ordinateur et ce genre de choses. Donc, on veut pouvoir régénérer le même hasard et il s'avère qu'on peut. Donc, c'est pour ça qu'on parle de pseudo-random, parce que ce n'est pas des nombres au hasard, formellement, ce sont des suites qui sont définies de manière récursive, okay, mais qui imitent les propriétés de nombres au hasard. Donc, par exemple, sous R, on a la fonction RUnif. Donc, si jamais vous appelez la fonction RUnif de 50, il va vous sortir 50 nombres que vous pouvez croire comme étant des nombres qui sont aléatoires, okay, qui sont une suite de nombres aléatoires qui suivent une loi uniforme sur 0. Okay. Alors, juste une petite remarque, R est un langage objet. Si jamais je crée un objet qui est défini de manière aléatoire, donc supposons que je définisse un Y qui soit obtenu comme une génération d'un tirage d'une loi uniforme sur 0,1, okay. Dans ces cas-là, je vais affecter la valeur que je vais tirer au hasard à mon Y. Donc, par exemple, ici, j'avais tiré comme nombre au hasard 0, 657, 897. Okay. Une fois que j'ai tiré mon hasard et que je le stocke dans un objet, dans ces cas-là, ce qui est stocké formellement dans R, c'est l'objet de la réalisation de ma variable aléatoire. Donc mon Y qui vaudra 0, 657, 897, et il le vaudra tout le temps. Okay, donc là, le hasard est fixé une fois pour toutes. Il y a une petite subtilité, il y a des packages, j'ai malheureusement oublié de mettre le nom du package qui permet de faire ça, qui doit être en PYR, quelque chose comme ça. Je vous retrouverai le nom exact du package, mais il y a un package qui vous permet de définir un objet X comme étant fondamentalement un nombre aléatoire sur 0,1, et donc dès que vous le rappelez, il va vous donner d'autres valeurs. Okay. Je vous déconseille formellement d'utiliser ça, parce que dans ces cas-là, vous ne pourrez pas reproduire votre hasard. Okay. Donc, il vaut mieux fixer les nombres que vous tirez au hasard et les utiliser par la suite, plutôt que d'avoir constamment des choses qui arrivent de manière aléatoire. C'est un tout petit peu dangereux d'utiliser cette procédure, mais voilà, pour ceux qui le souhaitent, c'est possible, ce qui vous permet d'avoir constamment des nouvelles simulations et donc d'avoir des choses qui évoluent à chaque fois que vous le rouvrez et que vous le relancez. Okay. Donc, juste une petite illustration, c'était il manque un L, c'est dans Dilbert, on a cette petite discussion sur un générateur de nombres aléatoires, et c'est une vraie question compliquée de savoir si une suite de nombres qu'on a au hasard est une série aléatoire. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, on a 9, 9, 9, 9, 9, 9. Il s'avère que si jamais vous tirez des nombres aléatoires, par exemple, alors on peut imaginer le cas le plus simple, qui serait vous tirez au hasard entre 9 et 10, okay, mais il est tout à fait possible qu'à un moment, vous ayez 6 9 à la suite. La probabilité, elle est faible. L'autre chose que je peux vous dire, c'est que de manière certaine, si jamais vous en tirez une infinité, vous allez obtenir une infinité de fois 6 9 à la suite. Okay. Donc, il y a cette petite pensée qui est quand même assez profonde, qui est qu'on ne peut jamais être sûr qu'une suite de nombres tirés au hasard est effectivement une suite de nombres au hasard. Okay. Donc c'est un peu c'est le fond de la discussion va être peut-être un peu philosophique, mais c'est vraiment ça. C'est le fait que je ne sais pas, j'ai du mal à savoir si jamais une suite de nombres que j'observe est aléatoire. Alors, en tant que statisticien, on pourrait apporter des réponses en disant, on espère deux choses. On espère une première chose qui est que ça ressemble à de l'uniforme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends toute ma série de chiffres et que je regarde la probabilité de tomber dans un intervalle AB quel qu'il soit, par exemple 0, 10%, ou 20%, 30%, dans ces cas-là, ça doit être la longueur de l'intervalle, donc en l'occurrence 10%. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je fais mon histogramme, donc par exemple entre 0 et 10%, je dois tomber à peu près sur 10% de chance de tomber sur cette valeur-là. Et c'est à peu près ce qu'on observe ici. Okay. Donc ici, j'avais tiré 1000 valeurs, et on voit qu'en moyenne, effectivement, mes appels de fonction RUnif me donnent quelque chose qui ressemble à une loi uniforme. En tout cas, la variabilité que j'ai autour de ma distribution est conforme avec une erreur d'échantillonnage. Okay. Donc, on a cette première propriété qui est qu'on veut un hasard uniforme et on veut un hasard indépendant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je fais un tirage entre la date I et la date I plus K, dans ces cas-là, les probabilités d'appartenir à deux intervalles doivent être le produit des probabilités. C'est la définition de l'indépendance. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité pour que mon premier tirage soit dans les premiers 10% et que le deuxième tirage soit dans les derniers 10%, ça doit être très exactement 1%. Okay.
Et donc, ça peut se vérifier. Alors, ça peut se vérifier aussi sur la fonction de corrélation. Donc, la fonction que j'ai tracée à droite, c'est ce qu'ils appellent en série chronologique la fonction d'autocorrélation. L'autocorrélation, c'est quoi? C'est que je vais mesurer la corrélation entre UT et UT plus H. Okay, et cette corrélation, donc avec différents niveaux de H, donc ici j'ai ce qu'on va appeler les lags, doit être proche de 0. Donc j'ai une bande de confiance et on voit effectivement que toutes mes corrélations sont non significatives. Okay, donc on pourrait admettre que le générateur de R me génère bien du hasard, dans le sens où R unif me tire bien des lois uniformes, et en plus, j'ai ce caractère imprédictif qui est, si je vous donne 20 séquences que je viens d'observer, vous êtes incapable de deviner ce qui va tomber juste après. Okay, la meilleure prédiction possible que vous pouvez faire, c'est de dire ce sera une loi uniforme, donc ça va être quelque chose d'uniforme sur 0,1. Et effectivement, c'est ce que statistiquement on observe. Alors, comment est-ce que je fais pour créer cette aléa? Les méthodes de base qui sont utilisées sont des méthodes définies par récurrence et qui sont essentiellement arithmétiques. Okay, dans le sens où ce qu'on génère, ce n'est pas des nombres aléatoires, enfin, c'est pas des nombres aléatoires uniformes sur 0,1, c'est qu'en fait, on va générer des nombres entiers. D'accord? Et des nombres entiers très très grands. Okay, donc, ce que je vais me dire, c'est que je vais me donner un ensemble de valeurs possibles. Donc, je vais me donner un certain M. Donc, mon M, ce sera ma bande supérieure. Okay, donc, par exemple, si jamais je voulais uniquement une précision à 0,01, je pourrais me dire, je vais me prendre 100 chiffres, et je vais tirer entre 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100, et à partir de là, j'ai juste à convertir en divisant par 100. Voilà. C'est juste ça que je pourrais faire, ça me donnera effectivement des nombres qui sembleraient uniformément répartis sur 0. Et comment est-ce que je vais les définir? Je vais les définir par une relation suivante, qui serait de dire que je veux une relation linéaire, récursive, entre mon nombre que j'ai, xi, okay, xi qui va être construit, donc le premier terme, ce sera mon x0, que je choisis, j'allais dire au hasard, mais je prends n'importe lequel en fait. Et ensuite, je vais définir cette suite par récurrence, donc je vais dire que je prends a fois xi, donc la valeur précédente, plus b, okay, où a et b sont des entiers, donc ça va me donner encore un entier. Okay, et la seule chose, c'est que je vais prendre ça modulo un n, dans le sens où je vais faire en fait la division euclidienne de ce nombre-là, divisé par m, divisé par m, okay, et je vais m'intéresser au reste. D'accord? Donc le reste va me donner forcément un entier qui appartient à 0m, tout simplement. D'accord? Donc c'est ça que je vais essayer d'utiliser. Okay, et donc je vais tout simplement prendre comme. Donc si jamais je veux me ramener sur quelque chose qui serait sur 0,1, je vais tout simplement prendre la valeur de mon xi divisé par m, ce qui va me donner une suite ui. Okay, donc voilà ce qu'on appelle les méthodes de congruence linéaire. Okay, donc j'ai cette suite définie par récurrence. Alors je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer. Par exemple, ici, je prends m égale 100. Okay, j'ai un a qui vaut 13 et un b qui vaut 43. Okay, donc on va se demander, est-ce que je pourrais générer une suite? Alors je me donne une première valeur initiale, donc je commence avec 77, et ensuite je me contente de dire, je prends ma valeur, je prends une valeur x, donc mon x initial vaut 77, je multiplie par a et j'ajoute b, et je prends ça modulo m, okay, donc je prends le reste de la division euclidienne. Okay, ça va me donner un x. Alors je stocke ça dans mon u, parce que je veux me récupérer des nombres uniformes, et j'espère que cette suite, elle ressemblera à du hasard. Okay, donc par exemple, ici j'ai 0,44, 0,15, 0,38, 0,37, 0,24, 0,55. Donc on a l'impression que ça marche. Okay, on a défini une suite définie par récurrence. La seule chose, c'est que dès qu'on arrive à 20 à peu près, tout d'un coup, on arrive sur une suite qui en fait est la même que celle qu'on avait obtenue au départ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cycle. Et les cycles, on n'aime pas ça. Parce que 1, ça veut dire que j'ai pas. Alors en l'occurrence, je l'ai obtenu au bout de 20, donc ça veut dire qu'il y a des nombres que je n'obtiendrai jamais. Okay, et l'autre chose, c'est que je peux prédire. Alors, on devrait se douter qu'on pourrait avoir un problème, parce que j'ai que 100 valeurs, donc on pourrait se dire, ok, c'est peut-être que mon 100 était trop petit, peut-être que je devrais aller plus grand. En fait, derrière se cachent des problèmes d'arithmétique un peu compliqués. Okay, donc on va aller choisir des valeurs de A, de B et de M relativement grandes, relativement compliquées, avec des propriétés sur les nombres premiers, ce genre de choses, pour s'assurer que quand je fais mes divisions euclidiennes, en fait, je génère des choses qui ressemblent effectivement à du hasard. Donc la solution, c'est d'aller chercher à la fois des très grands nombres et en plus des propriétés arithmétiques sur les nombres. Donc, exemple classique, le générateur de nombres aléatoires sur MATLAB, il est construit avec un M qui est de l'ordre de 10 puissance 32-1. Okay, alors, j'avais oublié de dire, mais tout à l'heure, j'avais mis 100, mais en fait, quand je mets 100,
j'ai un tout petit souci, c'est que mes nombres, je peux pas aller, effectivement, je peux pas commencer à 0 et aller jusqu'à m, c'est que quand je fais la division euclidienne, je peux pas atteindre m. Okay, m peut pas être un reste par la division par m, sinon je rajoute une unité, puis j'ai 0 comme reste. Okay, donc m, généralement, on ne l'atteint pas. Okay, donc si effectivement je veux en avoir 100 valeurs possibles, étant donné que je commence à 0, dans ces cas-là, j'aurais intérêt de dire je vais jusqu'à 99, et donc entre 0 et 99, j'ai effectivement 100 chiffres. Okay, d'où le moins 1 qu'on va souvent voir apparaître dans les m. Mais ici, on est sur du 2 puissance 32. A, je le prends à 7 puissance 5. Okay, donc 7 est un nombre premier, 5 aussi. Okay, on arrive à ce chiffre. Et puis B, en fait, on s'en fiche un petit peu, c'est pas très grave. Et voilà la suite de chiffres que j'arrive à obtenir. Alors, je sais plus, j'avais dû partir sur une valeur relativement basse, mais on voit cette série de chiffres qui manifestement semble osciller entre 0 et 1. Vous pourrez regarder attentivement, mais normalement, on ne doit pas avoir de régularité forte. Okay, donc, il n'y a pas de cycle avec cette. En tout cas, ici, il y a un cycle. Il est sur une période qui est suffisamment longue pour vous dire, si jamais vous faites des milliards d'appels de cette fonction-là, vous ne devriez pas observer de cycle. D'accord ? Donc, l'idée des générateurs de nombres aléatoires, c'est cette méthode définie par récurrence. Et l'avantage, c'est que ça ressemble à du hasard, mais je peux le reproduire. Parce que la séquence qui est créée ici, elle est purement déterministe. Okay, donc, ça fait que tout d'un coup, je suis capable de générer du hasard. Donc, je vous renvoie à un papier de l'Écuyer qui refaisait une espèce d'historique de ces méthodes de congruence. Okay, des erreurs qui avaient été faites. Donc, en particulier, les premiers générateurs prenaient des M ou des A qui étaient trop faibles. Et donc, on avait des cycles. Je peux aussi renvoyer, alors la discussion est un peu dépassée, mais pendant très longtemps, Excel avait des gros problèmes sur ces générateurs de nombres aléatoires. Il semblerait que dans les versions actuelles, ça soit à peu près résolu, mais il y a encore 5 ou 6 ans, il y avait beaucoup de discussions pour savoir si jamais Microsoft avait arrivé à implémenter ces méthodes de congruence qui manifestement ne semblaient pas marcher. Okay, donc, voilà, il y a eu pas mal d'articles pour montrer qu'il y avait vraiment des soucis dans les générateurs de nombres aléatoires. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu, donc si jamais j'appelle une fonction random sous R, il va me renvoyer un chiffre. En l'occurrence, si jamais j'appelle RUnif, il va me renvoyer un nombre qui va être compris entre 0 et 1, parce que c'est un générateur de nombres aléatoires pour tirer des lois uniformes sur 0 et 1. Okay, et dès que je les appelle, il me renvoie des chiffres, okay, qui ressemblent à du hasard. Si jamais j'ai envie de pouvoir les répliquer, il va falloir fixer ce qu'on appelle la graine. Okay, donc il y a cette fonction, setSeed, qui consiste à dire que je vais partir d'une graine particulière. Alors, je ne suis pas encore certain de comprendre le lien entre la graine et le x de départ. Okay, en l'occurrence, enfin, le nombre que je prends ici, ce n'est pas mon x0. Mais voilà, je fixe un nombre au hasard, et à partir de là, je laisse ma série, ma congruence se mettre en œuvre, ma relation linéaire, et je vais construire mon hasard. Donc ma première valeur qui va me renvoyer, ce sera du 0,287, puis du 0,788, puis du 0,408. Okay, le point est que si jamais je relance la même série en partant de la même graine, ou si n'importe qui, avec n'importe quelle version de R, relance rappel des nombres aléatoires uniformes sur 0,1 avec exactement la même graine, vous aurez exactement les mêmes chiffres. Okay, donc ça, c'est important, c'est ce qu'on appelle un problème de reproductibilité. On aime bien pouvoir s'assurer qu'on puisse reproduire exactement le même hasard. Je reviendrai un petit peu dans un exemple dans un instant. Okay, donc l'idée de base, c'est ce générateur de nombres aléatoires. Donc, ce qui se passe, c'est que le RUnif, il est fondamentalement basé sur le choix de A, de B et de M. Okay, la seule chose, c'est que quand je vais l'appeler, en gros, il va partir d'une graine au départ. Donc là, j'en appelle qu'un, donc il ne l'appelle qu'une fois. Mais si jamais je lui demandais une séquence, il me renverrait de n chiffres, il va me renvoyer les n chiffres qui apparaissent. Okay, ce que j'ai envie de dire, c'est que la première valeur, il la prend au hasard. Alors, comment est-ce qu'il définit ce hasard au départ? Généralement, c'est qu'il va se baser sur l'heure de votre ordinateur et regarder des choses genre les millisecondes. C'est que il n'y a quasiment aucun moyen de savoir, si jamais je lance un programme même automatiquement, il n'y a aucun moyen de prédire les même les dizaines de millièmes de secondes qui vont apparaître. Okay, donc généralement, c'est ça qu'on va essayer d'utiliser parce que c'est totalement quelque chose d'imprévisible. Et pour la petite histoire, ça avait déjà été utilisé en fait à l'époque de la prohibition aux États-Unis. Donc ce qu'on a retenu essentiellement de la prohibition, c'est que l'alcool était interdit, mais en fait les jeux de hasard étaient aussi interdits. Donc il n'y avait plus le droit de lancer de roulettes ou ce genre de choses. Et une manière qui avait été utilisée pour créer une espèce de loto, c'était d'utiliser des chiffres qui étaient publiés régulièrement par la Fed, donc la Federal Reserve, qui consistait à publier par exemple les chiffres de la balance extérieure
mais de ne pas regarder les premiers chiffres, parce que cela on pourrait les prévoir, mais c'est les derniers chiffres. Donc prévoir les dernières centaines de dollars de la balance commerciale, parce qu'a priori, cette chose-là est totalement imprévisible. Okay. Donc l'idée d'utiliser les petites valeurs, et ça va être le cas pour l'heure, mais c'était le cas en fait sur des très gros chiffres, c'est vraiment soumis au hasard. Et donc on peut utiliser ça en disant c'est totalement imprévisible, je ne peux pas savoir si ce mois-ci le déficit de la balance commerciale aux États-Unis va être de 713 dollars ou de 122. Okay. C'est réellement imprévisible. Okay. Donc c'est pareil pour l'heure sur votre machine. Si jamais je lance mon code, si jamais je le lance à 14h19, je ne sais pas si jamais je le lance à 14h19 et 213 millisecondes, ou si jamais ce sera un 512 millisecondes. Okay. Donc on voit que cette chose-là peut être utilisée, et c'est effectivement normalement utilisé pour choisir la graine initiale que je vais lancer. Mais moi, je peux la fixer. Et l'idée de la pouvoir la fixer, c'est cette fonction setSeed qui vous permet de dire prends une graine qui va commencer à se. Donc, et ben, dans mes slides, soit j'utilise du 1, soit j'utilise du 123. Okay. Mais vous gardez un chiffre. Et l'idée, c'est que si jamais vous donnez cette graine-là, n'importe qui pourra reproduire très exactement la même séquence de chiffres. Okay. Donc ça, c'est la version simple. Si jamais vous voulez pouvoir reproduire votre code, fixez votre graine au départ de votre code. Parce que quand vous allez faire appel à du hasard, en faisant du sample, en faisant du runif, dans ces cas-là, vous allez régénérer exactement les mêmes choses. Okay. Donc ça vous permet de garantir une certaine robustesse, en tout cas, dans votre approche. Alors, il y a juste un cas où c'est un peu plus compliqué, en tout cas sous R, c'est le cas où vous voulez paralléliser du code. Alors, je ne suis pas rentré dans cet aspect-là, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler quand je parlerai d'algorithmes itératifs de programmation, quand on va construire des séquences de modèles, par exemple. Il est possible de paralléliser. Donc, l'histoire de la parallélisation, c'est quoi? C'est de se souvenir que, donc ça, je vais faire un tout petit peu d'informatique, mais vos codes sont lancés sur un cœur, okay, qui va faire du calcul et qui va vous renvoyer les calculs à la fin. Or, maintenant, quasiment toutes les machines ont plusieurs cœurs. Et donc, c'est possible de lancer des codes, non pas sur un seul cœur, mais sur tous les cœurs de la machine. Alors, dans ces cas-là, il vaut mieux avoir un ordinateur qui est dédié à du calcul, parce que dans ces cas-là, vous pouvez le faire, mais même sur un ordinateur à 4 cœurs, vous pouvez très bien vous dire, je vais en réserver 2 pour des calculs, et dans ces cas-là, en fait, ça va vous diviser par 2 les temps de calcul, dans le sens où tous vos calculs vont pouvoir être. Alors, il faut que le calcul soit parallélisable, okay, mais je vais pouvoir lancer des calculs, la moitié des calculs sur un cœur, l'autre moitié sur l'autre cœur, et donc un calcul qui devait me prendre 10 minutes va me prendre 5 minutes sur chacun des cœurs, et à la fin, je réagrège le tout. Okay. Donc la parallélisation, ça va être ça. Le problème, c'est que quand je veux faire. Donc, il y a pas mal de fonctions en R qui peuvent être parallélisées, donc que je peux renvoyer sur plusieurs cœurs. Okay. En particulier, donc, il y a une fonction, donc il y a les fonctions apply sous R qui permettent de faire des calculs synthétiques. Donc, ça peut être de prendre une fonction puis de lui appliquer un vecteur ou ce genre de choses. Okay. La fonction apply, elle peut être parallélisée, donc sur multicore, sur plusieurs corps. Donc, par exemple, ici, je le pourrais aller sur plusieurs cœurs, pardon, et je lui demande de fixer une graine. Donc, je fixe ma graine. Le souci, c'est que quand je fais ça, donc quand je mets mon setSeed égale true, on voit que quand j'appelle 2 fois la même fonction avec exactement la même graine, je n'ai pas les mêmes sorties. Okay. Donc, ça ne marche pas. Il n'arrive pas à fixer des graines sur 2 cœurs. Donc, on a un petit souci si jamais on parallélise les codes. Mais de manière générique, si jamais vous travaillez sur un seul cœur et vous lancez tous vos calculs, en fixant la graine, vous allez pouvoir reproduire complètement vos sorties. Alors, est-ce que cette reproductibilité, elle sert à quelque chose? Oui, elle sert parce que vous voulez éventuellement que votre code puisse être réutilisé par quelqu'un d'autre et vous assurer que ce que vous avez obtenu va pouvoir être réobtenu par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment une histoire de cohérence de votre modèle. Je peux juste vous mentionner un exemple qu'on avait eu, c'était il y a quelques années, on avait dans un livre d'actuariat avec R. J'avais voulu faire un petit chapitre avec Stéphane Tuffery sur des classifieurs. Et Stéphane avait déjà travaillé sur une base de données, qui est une base de données sur le crédit, mais il l'avait fait en SAS. Voilà. Donc il avait fait ça en SAS, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de la première section, j'avais dit, si jamais on veut voir qu'un modèle est bon, on va se créer une base d'apprentissage et une base de test. D'accord. Donc en fait, comment on faisait cette base d'apprentissage? C'est facile. Vous prenez 70% ou 2 tiers des observations comme étant votre base d'apprentissage, mais vous les prenez au hasard. Donc la première étape, normalement, c'est de faire un sample pour pouvoir
extraire vos indices qui vont vous permettre de créer cette base d'apprentissage. Et le reste, ça sera pour votre base de test. Et en fait, on s'était demandé, donc Stéphane l'avait fait sous, 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 sous SAS. Donc, il avait utilisé le code suivant. Donc, je vous ai remis du code SAS, hein, c'est un code tout simple, pour générer du hasard. Donc, il avait fixé une graine à 123, lui aussi, et il avait utilisé une fonction qui est ranUni, donc qui est encore du random uniforme, okay, qui lui donnait cette série-là. Et une fois que vous avez généré du hasard sur 0,1, c'est facile d'avoir un sample. C'est que quand est-ce que vous retenez une observation, si jamais je veux retenir 2/3 de mes observations à partir de ça, donc ici j'ai mes observations 1, 2, 3 jusqu'à 10. Si jamais je veux retenir 2/3 des observations, c'est facile. Si jamais la probabilité ici dépasse 2/3, alors je la mets dans mon échantillon de validation. Okay, et si jamais ma valeur est plus petite que 2/3, pardon, je le mets dans mon échantillon d'apprentissage. Okay, donc ici, je vais retenir, techniquement, je vais retenir 2/3 de mes observations, pardon, qui sont toutes les observations qui sont plus petites que 0,66. Okay, donc comme ça, je m'assure, et encore une fois, j'utilise juste le fait que l'indicatrice d'une loi uniforme plus petite que 2/3, c'est tout simplement une binomiale de probabilité 2/3. D'accord? Donc, si jamais je veux effectivement tirer au hasard et récupérer 2/3 d'observation dans ma base d'apprentissage, je peux utiliser cette formule-là. Mais ce qu'on se demandait, c'était est-ce qu'on est capable de recréer le même échantillon d'apprentissage? Okay, est-ce que cette formule, et a priori c'est possible, pourquoi? Parce que, ça c'est quand même un logiciel sérieux, c'est un logiciel de stats, donc il y a des méthodes qui sont proposées, donc en particulier il y a 2 algorithmes qui sont proposés, il y a l'algorithme de Fishman et Moore de 82 qui est la base de cette fonction ranUni, okay, et il y a un algorithme un peu plus récent, mais qui n'est pas celui qui avait été utilisé ici. Okay, donc je suis normalement capable de générer 10 valeurs au hasard. Pourquoi? Parce que j'ai l'algorithme. Je connais l'algorithme, c'est-à-dire que je connais les valeurs du générateur linéaire qui a permis de générer mon hasard, et j'ai la graine. Donc en fait, j'ai tout pour pouvoir répliquer ce hasard. La grande difficulté, c'est est-ce que je peux le faire? Donc la réponse est oui. La seule chose, c'est qu'il faut le bon générateur, et ça, l'avantage, c'est qu'il est programmé dans R, dans la fonction roundToolbox, qui est une boîte à outils pour les générateurs de nombres aléatoires. Donc comment je fais ça? C'est facile, j'ai un setseed, alors qui est un setseed qui est un peu particulier parce que c'est le setseed associé à cette librairie. Okay, et je lui donne les valeurs du générateur qui est utilisé, donc le générateur ranUni. Okay, ranUni, il est basé sur deux choses. Il est basé sur M qui vaut 2 puissance 31 moins 1 et A qui vaut ce grand chiffre que je ne sais même pas ce que c'est, mais si ça correspond à 397 204 094. Okay, donc ça va être mon A. Et en fait, si jamais j'appelle cette fonction avec la bonne graine, les bons paramètres, et que je lui demande les 10 premières valeurs, les valeurs que je récupère, c'est très exactement les mêmes que celles sur SAS. Okay, donc ça me permet de m'assurer une cohérence entre des logiciels, tout simplement pour essayer de m'assurer que, par exemple, si jamais vous avez un classifieur, donc vous avez une méthode de réseau de neurones sous SAS, une méthode de réseau de neurones sous R, vous voudriez bien vous assurer qu'il vous construit la même chose. Le problème, c'est que l'erreur peut venir de deux sources. Ça peut venir du fait que les bases d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Dans ces cas-là, forcément, vous n'aurez pas les mêmes sorties. Mais la moindre des choses, c'est de vous assurer que les bases sont les mêmes pour vous assurer que les codes qui tournent derrière sont potentiellement les mêmes. Okay, donc, fixer des générateurs de nombres aléatoires, en tout cas, pouvoir répliquer, c'est quelque chose qui va être très important. Et donc, voilà très exactement comment on avait fait. Enfin, on avait utilisé cette fonction-là avec Stéphane. Et donc, on avait dit, nous, on voulait garder 644 observations, parce que c'est ce qu'il avait eu avec SAS. Okay, et effectivement, donc l'idée, c'est de travailler sur une base de crédit, okay, qui est une base assez classique d'attribution de crédit en Allemagne. Okay, donc, ma base d'apprentissage devait contenir 644 observations sur 1000. Donc, on est à peu près, effectivement, à 2/3. Okay, dans ma base d'apprentissage, j'ai un 451 situations de crédit où il n'y a pas eu de problème, et 193 avec un problème. Okay, donc, assez classiquement, je vais pouvoir créer mes deux bases, ma base d'apprentissage avec 644 observations et ma base de validation avec le reste, c'est-à-dire les 356 observations. Okay, donc, les générateurs de nombres aléatoires, ils sont partout et ils arrivent dès le début, en fait. Dès lors que vous voulez juste créer votre base d'apprentissage ou faire de la validation croisée, il y a de l'aléa qui se cache. Alors, sauf bien sûr si vous faites du leave one out. Donc, si jamais vous créez n modèles, à chaque fois en enlevant une observation, il n'y a pas de hasard. Mais si jamais vous voulez faire soit deux grosses bases, une base d'apprentissage et une base de test, soit même du k-fold. Le k-fold va être de dire je vais créer 10 groupes, mais ces groupes doivent être générés au hasard. Okay,
Donc, on a besoin de savoir générer du hasard. Okay. Alors, le hasard, à quoi il sert? Il sert, et je vous avais parlé du rand au début, dans les années 50, en fait, ça a servi beaucoup pendant la période autour de la Seconde Guerre mondiale pour faire des calculs d'intégrale. Okay. Donc, pourquoi ça sert à faire du calcul intégral? Parce que donc, une intégrale, donc je me simplifie un tout petit peu, hein, je vous prends une intégrale qui est bien définie sur 0,1, donc je prends l'intervalle. Okay. Donc, si je veux calculer une intégrale qui s'écrit de la forme h de u du, okay, ben, je peux interpréter cette intégrale comme étant une espérance. Okay. Pourquoi? Parce que c'est aussi pour ça que je me suis ramené sur l'intervalle 0,1. Mais si je me suis sur l'intervalle 0,1, et ici il y a un 1 qui se cache, ce 1 c'est la densité de ma loi, de ma loi uniforme. Okay. Donc cette fonction peut se voir comme étant l'espérance de h de u. Mais h de u, je suis capable de l'approcher. Pourquoi? Parce qu'on a le théorème, la loi des grands nombres et le théorème central limite. La loi des grands nombres va me dire, si jamais je peux avoir des nombres qui sont uniformes sur 0,1, dans ces cas-là, 1 sur n, la somme de ces h dui, devrait tendre, presque sûrement, vers cette espérance. Donc en fait, cette convergence, je peux l'interpréter comme étant une approximation numérique. Okay. Donc cette chose-là, je peux l'interpréter comme étant une approximation de mon intégrale à partir de n simulations. Okay. Donc ça, c'est une méthode relativement intéressante. Alors, on ne va peut-être pas l'intérêt ici. Enfin, si jamais ça vous intéresse, je vous encourage soit à suivre un cours sur les méthodes de simulation, soit juste à lire quelques ouvrages là-dessus. C'est intéressant parce que c'est pas intéressant forcément en dimension 1, c'est intéressant quand on est en grande dimension. C'est qu'une intégrale en grande dimension, c'est compliqué à calculer. En dimension 2, en dimension 1, une intégrale, classiquement, ça va se calculer avec des petits rectangles. Okay. Donc, je vais calculer des sommes d'aires de petits rectangles. Donc, je vais découper ça peut-être avec la partie inférieure ici. Okay. Donc, je vais m'amuser à calculer des aires comme ça. Si je suis en dimension 2, c'est des sommes de petites briques. Okay. En dimension 3, c'est plus compliqué, ça s'imagine plus difficilement. Mais il y a un problème de curse of dimensionality, qui est que, malédiction de la dimension, qui est que quand je veux calculer une intégrale en grande dimension, il me faut beaucoup de subdivisions. Okay. C'est-à-dire que pour avoir cette précision-là, peut-être que j'ai découpé ici en 10 et c'était correct. Si je suis en dimension 2, il faut déjà que je découpe en 100. En dimension 3, il faut que je découpe en 1000. Okay. Donc on a une puissance d qui apparaît dans la complexité de mes calculs. Or, il s'avère que pour calculer une intégrale en dimension grande avec la méthode de Monte-Carlo, il n'y a pas de souci. C'est que cette chose-là, ça converge tout le temps et ce n'est pas plus compliqué de générer n variables que d'en générer 2n. Donc, il n'y a aucun souci, je peux utiliser cette méthode-là en grande dimension et ça donne des très bonnes approximations de mes intégrales qui peuvent être parfois très compliquées en grande dimension. Okay. Et autre chose, je peux contrôler l'erreur de manière probabiliste. C'est-à-dire que mes petits bâtons que je vous ai fait sur mon dessin, je sais que je sous-estime mon intégrale, mais je peux faire les petits bâtons supérieurs, et dans ces cas-là, je vais surestimer mon intégrale, et donc je peux avoir des bornes. Et donc je sais à quel point est-ce que je me trompe. Okay. Puis il y a tout plein de méthodes numériques qui nous donnent des erreurs d'approximation de ces méthodes numériques. Okay. Il s'avère que quand on fait des simulations, on ne sait pas trop ce que ça donne, okay. Essentiellement parce que c'est tiré au hasard, sauf que j'ai le théorème central limite. Et le théorème central limite me permet plus ou moins de contrôler mon erreur, parce que mon erreur, je peux calculer la variance. Okay. Donc on a le théorème central limite qui nous donne de la variance. Donc là, je peux approcher en tout cas l'erreur que j'ai sur cette chose-là. Donc ce sera basé sur une histoire de variance de cette grandeur-là. Donc la variance, elle sera la variance de ma moyenne, elle sera de l'ordre de sigma 2 sur n. Okay. Donc on voit qu'on a intérêt à faire converger notre n. On a une convergence en racine carrée de n. Okay. Si je parle d'intervalle de confiance. Okay. Donc ce n'est pas très rapide, contrairement aux méthodes numériques classiques, qui seront plutôt en 1 sur n. Okay. Donc plus je prends du subdivision, plus je vais converger vite. Okay. Avec des méthodes de Monte-Carlo, on est plutôt sur une convergence en racine de n, parce que cette chose-là, c'est juste une variance. Et si je raisonne en termes d'intervalle de confiance, c'est l'écart type qui est important. Okay. Donc c'est de la racine de n. La seule chose, c'est que mon racine de n, je le garde quelle que soit la dimension. Okay. Contrairement à ces méthodes-là qui en fait vont être en du 1 puissance n qui vont faire intervenir du d. Okay. Donc ça peut converger du 1 sur d, ce qui peut converger relativement lentement quand on est en grande dimension. Okay. Donc je vous ai juste fait un petit exemple pour vous montrer comment ça marche. Donc par exemple, ici, je veux calculer une petite intégrale. Je veux calculer l'intégrale de cosinus u pi sur 2, okay, du entre 0 et 1. Okay, donc c'est tout simplement l'aire qui se trouve là. Donc je peux le faire avec R, il y a une fonction integrate. Okay, donc je peux calculer l'intégrale entre 0 et 1 de ma fonction. Il me dit que c'est 0.6366 avec une erreur à 10-15 près. Okay.
et le calcul se fait très très vite. Okay. Maintenant, je peux aussi dire, j'appelle 1 million de valeurs tirées au hasard, okay, et puis je prends la moyenne. Donc en fait, je calcule tout simplement 1 sur n, somme des h des ui. Okay, et cette chose-là me donne un 0,632. Okay. Donc, j'ai tiré 1 million de valeurs, donc on avait un racine carrée de n, enfin, un n qui vaut 1 million, racine carrée de n, ça vaut 1 millième. Donc effectivement, on voit que c'est au niveau du millième qu'on a des erreurs, puisqu'on est à 0,0003, alors qu'on devrait être à 0,006. Okay, donc on a une petite erreur qui est effectivement relativement faible et qui apparaît avec un terme, alors qui est un grand taux de 1 sur racine de n, mais on voit que l'ordre de grandeur, il est effectivement racine de n. Okay, et ça se fait en un temps, là aussi, relativement court, parce que maintenant, générer 1 million de valeurs au hasard avec un ordinateur en 2020, c'est relativement rapide. D'accord ? Et je peux répéter ça plein de fois, juste pour vérifier mon histoire d'approximation. Donc, je l'ai fait ici. Et donc, on voit effectivement qu'en répétant ça 1000 fois, tout d'un coup, j'ai mon 0,3366 qui devient bon. Okay, puis on voit l'intervalle de confiance qui apparaît. Donc, on voit qu'on est effectivement centré sur la vraie valeur qui est là. Okay, puis on a une incertitude qui est, en l'occurrence, plutôt sur le deuxième chiffre, sur le troisième chiffre, pardon, puisqu'on hésite entre 636 et 637. Okay, donc, on est bien sur une précision en 1 millième. Okay, donc ça c'est les méthodes de Monte Carlo. Ça nous permet, c'est utile dans plein de choses, et en particulier, c'est très utile en finance, par exemple, pour calculer les espérances, parce que c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, le point important, c'était ce théorème, cette loi des grands nombres qui vous disait juste, n'importe quelle intégrale, je peux l'avoir comme une espérance, et mon espérance, je peux utiliser la loi des grands nombres pour dire que si jamais je suis simulé, alors je suis capable de récupérer ma distribution. Okay, enfin, ma limite et donc mon espérance. Donc, supposons que je complexifie un tout petit peu le problème. Supposons que je ne sois pas forcément uniforme, mais je m'autorise à avoir une certaine densité. Okay, donc, on sait que si jamais les x ont une densité f, alors l'espérance de h de x, c'est l'intégrale de h de x f de x dx. Okay, donc, si jamais j'ai besoin de calculer une intégrale qui s'écrira de cette forme-là, je sais qu'il suffit de dire que je peux l'obtenir tout simplement en faisant du 1 sur n, somme des h de xi. À partir du moment où j'essaie de tirer des x suivant cette loi f. Okay, et je peux donner une précision tout simplement avec cette chose-là. Mais en fait, cette intégrale, je peux l'écrire d'autres manières. Okay, donc l'idée, c'est de commencer à changer la distribution. Donc c'est pour ça que je quitte le monde uniforme, parce qu'en fait, je suis en train de vous dire, je peux éventuellement jouer sur la distribution sous-jacente. Pourquoi ? Parce que mon intégrale, je peux la réécrire de manière un petit peu différente. C'est que mon h de x f de x, peut-être que je peux le changer en faisant intervenir un g de x. Et comment est-ce que je le fais intervenir ? C'est facile. Je prends mon produit et je le divise par g de x, et ça va me donner une nouvelle fonction h tilde. Donc en fait, je suis juste en train de vous dire que mon intégrale, que je voyais comme étant fondamentalement un problème de Monte Carlo, en disant je vais simuler des h des xi, avec les xi qui auraient une distribution qui serait f, en fait, je suis en train de me dire peut-être que je pourrais faire aussi du 1 sur n, somme des h des yi, avec un h tilde, pardon, un h tilde qui serait différent de celui qu'on avait, puisque j'ai juste besoin de le transformer un petit peu, à condition que mes yi ont une autre loi qui est une loi g. Okay, et pourquoi ça peut être intéressant ? Essentiellement parce que cette approche-là peut avoir une variance qui est beaucoup plus faible. Okay, donc ça, je vous ai indiqué une référence ici, qui est un livre collectif qui est hébergé par Jed Freeze, qui est le livre de Lost Data Analytics, dans lequel j'avais écrit le chapitre sur les méthodes de simulation avec Jed, et j'avais pris un petit exemple qui doit être un calcul associé à... J'essaie juste d'approcher la probabilité que une loi de Cauchy dépasse 2. Okay. Alors, je vous rappelle qu'une probabilité, c'est une espérance. Hein. C'est l'espérance de l'indicatrice qu'un x dépasse 2, dans le cas d'une loi de Cauchy. Donc, je pourrais me dire, c'est facile, il suffit de tirer une loi de Cauchy. Et une loi de Cauchy, c'est facile. Je vous redirai dans un instant comment on fait, mais c'est relativement facile à faire. Donc, je simule des lois de Cauchy. Et après, j'ai juste à compter le nombre de fois où je dépasse 2. Et en fait, ce qu'on montre dans ce chapitre, c'est que en trafiquant le problème, donc c'est ce qu'on appelle un problème de dependent sampling, je vais rééchantillonner de manière très différente. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'ici, je gaspille plein de trucs. C'est qu'il y a plein de valeurs qui sont plus petites que 2, elles ne me servent strictement à rien. Donc déjà, une méthode très simple, c'est de vous dire, je prends la valeur absolue de 2, et dans ces cas-là, étant donné que j'ai une loi qui est symétrique, dans ces cas-là, j'ai besoin de 2 fois moins de simulation pour arriver à la même précision. Okay, mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin sur les calculs et avoir une transformation, donc cette chose-là, cette transformation ici, qui peut être optimisée de manière à réduire la variance de votre estimateur. Et donc, au lieu d'avoir... ce qu'on montre dans l'exemple, je crois, c'est que
avec un même nombre de simulations, on divise quasiment la variance par 1000. D'accord? Donc, on arrive à avoir une précision beaucoup plus grande. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'approcher beaucoup mieux les valeurs. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que, sauf erreur, dans ce cours, on n'utilisera pas trop cette méthode-là. Mais c'est des méthodes qui sont très utiles dans des domaines un peu connexes de la science des données, en particulier sur l'échantillonnage, où ça peut être intéressant de faire cet important sampling. Si on a le temps de parler un petit peu de la Covid, on pourra en parler, parce que quand on veut estimer des probabilités de certaines choses, ça peut être intéressant d'aller plutôt cibler les personnes qui ont la maladie plutôt que de perdre des tests sur des personnes qui ne l'auront pas. Okay. Donc ces méthodes d'important sampling, on va les retrouver pour optimiser des stratégies de test, par exemple, ou dans le A/B testing, typiquement. Quand vous voulez faire de la vente sur Internet, ça peut être intéressant d'utiliser des méthodes de ce type-là. Okay. Donc cette histoire de... le point important, c'est que les méthodes de simulation vous disent n'importe quelle espérance, n'importe quelle intégrale, je peux l'avoir comme une espérance. N'importe quelle espérance, je peux l'approcher en faisant de la loi des grands nombres. Mais la petite subtilité, c'est que je ne sais pas exactement sur quoi je fais ma loi des grands nombres. Okay, c'était juste ce que je voulais raconter dans cette petite capsule. OK. Donc, pourquoi les méthodes de Monte-Carlo sont intéressantes? Essentiellement parce qu'on va le voir, on a un résultat probabiliste qui nous permet de générer n'importe quelle distribution. Donc, cette approche, elle consiste tout simplement, donc c'est ce qu'ils appellent la méthode d'échantillonnage par inversion de la fonction de répartition. Okay, c'est basé sur un petit résultat que vous avez forcément démontré dans le cours de Proba 1, qui vous dit la chose suivante. Si f est une fonction de répartition, okay, n'importe laquelle, et si vous avez une loi qui est uniforme sur 0,1, alors f-1, la fonction, enfin la variable aléatoire f-1 de u, c'est une variable aléatoire parce que u est une variable aléatoire, donc n'importe quelle fonction d'une variable aléatoire est une variable aléatoire. Okay. C'est une variable aléatoire un peu particulière, c'est qu'elle a pour son fonction de répartition au grand f. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en utilisant cette fonction quantile, donc la fonction f-1, c'est la fonction quantile associée à votre distribution. Okay. Dans ces cas-là, vous êtes capable de générer n'importe quelle distribution. Okay, donc c'est pour ça que je vous disais par exemple que la loi de Cauchy, vous pouvez facilement la calculer, parce que la loi de Cauchy, elle a une fonction de répartition relativement simple, donc qui peut être inversée. Okay. Et avec ça, je peux générer n'importe quelle loi. Je peux générer par exemple une loi exponentielle, une loi de Pareto, tout ce que vous voulez. Okay. Donc la preuve, elle est très très simple. Hein. C'est juste, vous prenez un x okay, qui appartient à R, vous essayez de trouver la probabilité que f-1 de u soit plus petit ou égal à x. Donc je vais essayer de trouver la fonction de répartition de cet objet-là. Okay. J'ai une grandeur qui est plus petite qu'une autre. J'applique ma fonction de répartition des deux côtés, puisque c'est une fonction qui est croissante. Si a est plus petit que b, h de a est plus petit que h de b dès lors que h est croissante, okay, positive. Et dans ces cas-là, je récupère cette chose-là. Okay, donc je récupère que f de f-1 de u doit être plus petit ou égal à f de x. Okay. Et là, j'utilise le fait que f de f-1, c'est u. Okay, et donc, je récupère la probabilité que u soit plus petit ou égal à f de x. Et comme une loi uniforme, la fonction de répartition, elle est linéaire. Okay, sur 0,1, puis elle part de 0, elle va en 1. Donc elle est linéaire de pente 1, c'est f de x. Okay. Donc c'est juste ce que je suis en train de vous montrer là. Donc par exemple, ici, je vous ai fait un petit exemple. J'ai tiré des UI qui étaient uniformes sur 0,1. Comment est-ce que je fais pour passer de quelque chose d'uniforme à quelque chose qui serait par exemple une loi normale N01? C'est simple, il suffit d'utiliser la fonction de répartition de la loi N01. Okay, vous tirez une valeur, U, et vous récupérez son antécédent. D'accord, donc j'utilise tout simplement un x égale phi-1 de U. Et dans ces cas-là, vous allez générer des variables qui vont ressembler à une loi gaussienne. Okay, donc c'est ça l'idée fondamentale des méthodes de simulation, c'est qu'en fait, je peux générer n'importe quelle distribution. Okay, donc voilà un petit exemple. Donc ici, j'ai généré du hasard. Donc j'ai généré des U. Okay, donc c'est la même série que tantôt. Hein, c'est du 0,27, 0,37, 0,57. Après, je peux appliquer une fonction quantile. Donc en l'occurrence, ma fonction phi, c'est la fonction Q-norme. Okay, qui est la fonction quantile de la loi normale. Et dans ces cas-là, vous récupérez ces grandeurs-là. Okay, alors je peux juste aller vérifier. Peut-être, je ne sais pas si jamais j'ai des valeurs proches de 0, des grandeurs qu'on pourrait reconnaître. Mais je ne les vois pas. C'est pas très grave. Peut-être qu'il y avait du 0,97,5 qui pourrait correspondre à du 1,96, mais je ne le vois pas. Donc, bon, croyez-moi, ça ressemble à une loi normale, donc vous pouvez faire un histogramme. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, je vais arriver au point intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire ça sur la fonction de répartition empirique. Et on va arriver au bootstrap. D'accord, donc je vous l'avais déjà présenté le bootstrap dans le cours de modèle linéaire. Je vais juste revenir 2 secondes là-dessus. À partir du moment où j'ai un échantillon, donc là, quand j'ai une distribution
quand j'ai un échantillon, je suppose que derrière se cache une variable aléatoire grand X. Okay. La variable aléatoire grand X, elle a une certaine fonction de répartition. Ben, je peux calculer une fonction de répartition empirique. Je calcule une fonction de répartition empirique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité théorique d'être plus petit ou égal à X, je la vois comme étant une fréquence. Donc je vais tout simplement me demander quelle est la fréquence. Donc pour avoir une fréquence, je vais tout simplement prendre le nombre de cas sur le nombre d'observations. Donc je vais avoir du 1 sur n. Okay, et je compte le nombre de cas qui sont effectivement observés, c'est-à-dire les cas où indicatrice que mes xi sont plus petits ou égaux à x. D'accord. Donc je les compte si jamais ils sont plus petits que x, petit x, et je ne les compte pas sinon. Okay. Donc ça me donne tout simplement la proportion d'observations plus petites ou égales à petit x dans mon échantillon. Okay. Donc si jamais je regarde l'évolution de cette fonction, donc ça me donne une fonction en escalier, okay, qui est la fonction en haut à droite, qui va sauter quand j'ai une observation. Donc quand je n'ai pas d'observation, ben, j'ai 0. Une fois que quand je suis entre la première et la deuxième, ben, j'ai fait un saut de 1 sur n. Avec 5 observations, je suis en 0.2. Entre la deuxième et la troisième, je suis à 0.4. Et je continue comme ça. Et donc, je fais un saut très exactement ben, quand je rencontre une observation. Okay. Donc ça, c'est ma fonction de répartition empirique. Et cette fonction, ben, elle a plein de propriétés. Là aussi, je vous renvoie au cours de stats ou au cours de modèles linéaires où je reviens un peu sur les propriétés. Mais par exemple, on sait que ça va converger vers la vraie fonction. On peut contrôler la distance entre ces deux fonctions. Mais le point important, c'est que je peux utiliser la méthode précédente sur de méthode d'inversion de la fonction de répartition. Okay. Donc je peux utiliser la méthode d'inversion de la fonction de répartition f chapeau de n. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elle est universelle. Okay. Mais si je regarde ce que ça veut dire, ma fonction, encore une fois, elle valait 0. Puis dès que je rencontre une observation, je vais faire un saut. Okay. Donc j'ai une fonction qui va ressembler à ça. Donc ici, j'ai mes U, okay, puis ici, j'ai mes X. Donc ici, j'ai ma fonction f chapeau n, okay, qui est ma courbe en escalier rouge. Qu'est-ce que me dit ma méthode d'inversion de la fonction de répartition? Elle me dit, prends un U, donc tire un U au hasard, par exemple 0.17, okay, et cherche l'antécédent. Si je cherche l'antécédent, je vais forcément tomber sur une des sections verticales de ma fonction d'escalier. Okay, parce que, à moins de tomber très exactement sur 0.2 qu'on avait ici, ou 0. Pardon, ce serait plutôt du 0.1 et du 0.2. Okay, donc, à moins de tomber très précisément sur cette valeur-là, auquel cas, effectivement, je n'ai pas d'antécédent. Okay, en tout cas, j'ai une incertitude. Mais la probabilité de tomber sur ces valeurs-là, elle est quasiment nulle. Okay, puisque mes nombres au hasard, encore une fois, j'ai 2 puissance 31 valeurs, donc j'ai beaucoup de possibilités. Puis en plus, je ne crois pas qu'on puisse tomber sur 0.1 et 0.2. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer tout simplement l'observation qui se trouve là, c'est-à-dire en l'occurrence la deuxième observation. Okay. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je repars dans le cas où j'étais avec 5 observations. Si j'ai 5 pardon, ici j'ai 10 observations. J'ai 10 observations. Si jamais ma probabilité elle est comprise entre 0 et 0.1, je renvoie la plus petite. Si jamais ma probabilité tombe entre 10% et 20%, je renvoie la deuxième plus petite. Okay. Donc c'est pour ça que je renvoie cette valeur-là. Et donc, fondamentalement, la loi que je suis en train de tirer, c'est quoi? C'est que je tire parmi mes observations x1 xn avec une probabilité qui est en 1 sur n. Okay, donc c'est exactement ce que j'explique ici. Je tire dans mes 1 sur n avec une probabilité de 1 sur n. Okay, donc j'ai autant de chances de tomber sur x1 que de chances de tomber sur x2, que de chances de tomber sur x3, que de chances de tomber sur xn. Pourquoi j'ai la même chance? Parce que c'est exactement la taille du saut, qui est très exactement en 1 sur n. Okay, donc ça, c'est ce qui va se passer. Okay, alors, on pourrait avoir une discussion sur qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai des doublons, par exemple. Donc, supposons que j'ai 2 fois la même valeur. Dans ces cas-là, faites le dessin et vous verrez que vous avez 2 fois plus de chances de tirer dessus. Okay, donc, ce qui est bien équivalent à vous dire que vous aviez une chance sur n de tomber sur le premier, une chance sur n de tomber sur le deuxième. Okay, donc, ça marche, y compris quand vous avez des doublons. Okay, donc, ça, c'est pour un appel d'une fonction random. Mais si jamais je relance mon appel de mon tirage aléatoire, je vais tirer une autre valeur sur 0,1. Uniforme sur 0,1, je pourrais très bien tomber sur 0,12. Okay, donc, ce serait tout à fait possible d'avoir une valeur qui soit là. Donc, par exemple, je pourrais avoir un autre U qui serait à 0,12. Et dans ces cas-là, mon antécédent, comme par hasard, c'est le même. Donc, on a vraiment une idée de tirage avec remplacement. Okay, donc, à chaque fois, je vais retirer avec une valeur en 1 sur n. Okay, donc, c'est pour ça, quand je l'applique sur ma fonction empirique, d'accord, donc ici, j'avais 5 valeurs. Okay, si jamais je prends la fonction le quantile empirique associé, enfin, je fais un tirage suivant f-1
chapeau n d'une loi uniforme, donc je retire suivant ma loi uniforme de tantôt, ben on voit réapparaître plusieurs fois la plus petite valeur qui était ce 4,16. Okay, y compris même des fois qu'il sort plusieurs fois à la suite. Okay, c'est juste du hasard. Dans le hasard, des fois, il y a des répétitions et ce genre de choses. Okay, donc, cette méthode-là, c'est ce qu'on va appeler du bootstrap. Okay, donc, l'idée du bootstrap, ça consiste à dire qu'on fait du rééchantillonnage. Je vais tirer avec remise dans mon échantillon avec la même probabilité. Okay, donc, ça, c'est les méthodes de bootstrap. Je vais faire une petite pause ici, je pense, et puis après, je vais vous revenir sur les méthodes de bootstrap juste pour vous expliquer à quoi ça sert dans un contexte de modélisation. À très bientôt.